Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme. Avec un peu de retard, on va faire un débrief des classiques canadiennes, Grand Prix de Québec, Grand Prix de Montréal. On va revenir un petit peu sur ces deux courses, hein. J'ai décidé de regrouper ces deux courses. On va revenir un petit peu sur ces deux courses de préparation pour les championnats du monde, voir un petit peu qui a performé, qui a eu du mal. Un gros bilan des Bleus cette semaine. Voilà, sur ces deux courses nord-américaines. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous avez aimé, qui vous avez peu apprécié. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Méfiez-vous quand même, YouTube a du mal parfois quand il y a plusieurs vidéos dans la même journée, donc n'hésitez pas à regarder également sur la page officielle de la chaîne, n'hésitez pas à aller sur TikTok, n'hésitez pas également à aller sur Spotify avec EPS 2.0. Les classiques canadiennes, eh ben on va revenir sur ces deux courses en circuit en Amérique du Nord. C'est pour moi deux courses intéressantes, c'est deux courses qui m'avaient manqué dans le calendrier. Les courses américaines m'ont manqué. Et c'est vrai que j'ai été inquiet parce qu'on voyait le Tour de Californie s'arrêter. Enfin voilà, le calendrier américain s'est réduit énormément avec la Covid. Les conséquences de la Covid ont été importantes sur le calendrier nord-américain, avec beaucoup d'annulations de courses. Et c'est vrai que revenir au Canada, ce sont des courses où on a déjà toujours du spectacle, que ça soit à Québec ou à Montréal. Ce sont souvent des courses débridées. Et je trouve que ce sont des courses qui préparent bien au championnat du monde parce que c'est parfois les mêmes scénarios qui s'appliquent au championnat du monde. Ce sont aussi des courses en circuit. La différence, c'est que là, ce sont des circuits très urbains, Québec et Montréal. Mais j'ai toujours apprécié ces courses depuis leur création. Alors, j'ai pas vu toutes les éditions, mais j'ai toujours apprécié ces deux rendez-vous. J'ai dû voir même plus de Grand Prix de Québec que de Montréal dans ma vie. Mais c'est des courses que j'apprécie. Voilà, en plus, le cyclisme en prime time. C'est sûr qu'en Europe, c'est toujours intéressant. Et puis, il y a une ambiance particulière, je trouve, sur ces deux courses-là, voilà, qu'on ne retrouve pas sur le reste de la saison. Donc, c'est pour ça que j'ai bien aimé ces deux rendez-vous. Et ces deux rendez-vous m'avaient manqué, je peux vous le dire, dans le cyclisme post-Covid. Enfin, voilà, post-pause après Covid, post-2020. Ces deux rendez-vous m'avaient manqué et ça fait du bien de retourner là-haut. Peut-être qu'on reviendra également au Down Under en janvier, même si le Down Under me marque beaucoup moins, parce que j'ai vraiment le Down Under, ça fait partie des courses que j'ai très peu vues dans ma vie, avec le décalage horaire. Non, autant le décalage horaire dans un sens ça va, dans l'autre je suis un peu moins fan. Et peut-être qu'on aura un troisième rendez-vous au Canada. C'est en discussion, c'est en pourparlers entre l'UCI et les organisateurs pour avoir une troisième course, pourquoi pas du côté du Québec, voilà, du côté du Canada, essayer d'avoir une troisième course pendant cette période. On regarde tout de suite le bilan des Bleus. Le bilan des Bleus, je commence avec Benoît Cosnefroy, vainqueur du Grand Prix de Québec. Benoît Cosnefroy, qui ne fera pas les championnats du monde. Alors son choix de ne pas aller au championnat du monde, bon, déjà ça peut se comprendre parce qu'il y a peu de chances qu'il soit leader au niveau des championnats du monde. Et en plus le décalage horaire, les trajets, c'est vrai que notamment au Danemark, hein, on a vu l'absence de Pedersen et de Vingegaard. Pedersen, il a dit j'ai une femme et un enfant et que je veux les voir. Et en plus, Pedersen a déjà un titre de champion du monde. Donc je crois qu'il a déjà fait pas mal pour le cyclisme danois. Donc quand j'entends le sélectionneur s'énerver dans ce genre de cas, bon, je pense qu'il faudra peut-être changer de sélectionneur du côté du Danemark. Du côté de Benoît Cosnefroy, Québec correspond totalement à ses qualités.
Benoît Cosnefroy, c'est un excellent puncher, mais pas sur des grosses pentes. Les fois où il a été performant, tous les circuits où il a été performant, c'est des pentes à 7-8% max. C'est un peu le problème de Cosnefroy, c'est que dès que les pourcentages atteignent des chiffres extrêmes sur des longueurs importantes, ça commence à être compliqué. La classique qui lui correspond mieux dans les Ardennaises, c'est l'Amstel. C'est là où il fait deux. Euh, L'une des courses par étape qui lui correspond le plus, c'est le Tour du Limousin. Mais on est sur des côtes à 6-7%. Il a remporté le Grand Prix de Plouay, enfin la Bretagne classique, mais là aussi on est sur des pentes à 7-8%. Là aujourd'hui, Grand Prix de Québec, bah oui, dans le Quinal, c'est 7-8%. C'est un peu le problème aujourd'hui de Cosnefroy, c'est que contrairement à la Philippe, Hermar Hirschi, Pogacar, il a beaucoup plus de mal sur les très grosses pentes. C'est là où il doit progresser. C'est là où pour moi, Cosnefroy, il peut progresser. Parce que, bon, je l'ai vu sur les courses de 3 semaines, non. Et bon, je le dis toujours, mais Cosnefroy, je pense qu'en termes de récup, c'est vraiment pas bon. Par contre, je pense qu'il y a un travail à effectuer sur les pentes plus rudes pour Cosnefroy. Je pense qu'il y a un vrai. C'est là où il peut progresser, le coureur français. Mais sur ce type de pente-là, entre, je dirais, 4,5 et 7-8%, c'est l'un des meilleurs au monde. Il fait partie des 4-5 meilleurs punchers dans ces conditions-là. Il est très difficilement battable. Quand il part au Grand Prix de Québec, personne ne peut le suivre. Il a été impressionnant sur ce Grand Prix de Québec dans le final. Il remporte une nouvelle classique importante. C'est un coureur qui a marqué quand même pas mal de points, UCI, hein, pour AG2R, avec sa deuxième place également sur l'Amstel. Voilà, c'est un très bon résultat pour Benoît. Il l'a dit, hein, je passe d'une saison moyenne à une saison exceptionnelle avec ce résultat. Donc voilà, chapeau Benoît. Et puis c'est une classique remportée par AG2R. C'est pas une équipe qui a remporté beaucoup de courses d'un jour. AG2R qui fait quand même une bonne fin de saison avec les 3 victoires de Marc Sarrault sur le Tour du Poitou-Charentes, la victoire de Benoît Cosnefroy, même la victoire de Ingels au mois de juillet. Ils font vraiment des bons résultats avec pas mal de coureurs différents sur cette deuxième partie de saison AG2R. Donc c'est vraiment bien ce que fait l'équipe française. Et puis il a battu du beau monde quand même, hein, parce que c'est vrai que sur ces classiques canadiennes, cette année, il y avait vraiment une belle liste de départ. Il a fait vraiment du bon job, Cosnefroy. Mais on voit que par exemple, c'est vraiment un coureur spécialiste de ce type de parcours, parce que sur le Grand Prix de Montréal, bah, il finit à 35 secondes. Il n'arrive pas à suivre les meilleurs, parce que le parcours est un peu plus dur, je dirais, pour Montréal. Et là, bah, on arrive à un moment où là, il n'arrive pas à s'en sortir. Alors qu'à Québec, voilà, où il y a 1500 mètres de dénivelé positif en moins, bah, il s'en sort beaucoup mieux. Le coureur français. On poursuit avec Arkea. Bah, c'est pas mal ce qu'a fait Arkea au niveau des points UCI, avec 2 top 10 pour Warren Barguil, une 11e place également pour Mathis Louvel du côté de Québec. Ça montre que Mathis Louvel est quand même vraiment un coureur très bon et qu'il va être très bon à l'avenir sur les Flandriennes. Parce que 2500 mètres, c'est à peu près les dénivelés positifs, 2500, 3000 mètres de dénivelé positif qu'on a sur les Flandriennes. Donc c'est un coureur qui est très prometteur sur ce type de parcours-là. Il finit 11e, voilà, juste derrière Warren Barguil. Les deux, voilà, ça fait ça fait plus de 150 points amassés sur cette seule course par ces deux coureurs-là. Donc c'est vraiment bien ce qu'a fait Arkea, ils ont bien fait de venir. Surtout que voilà, Warren Barguil, bah, il refait également 10e du côté de Montréal, même si du côté de Warren, c'est pas une super année. 2022 pour Warren. Voilà, le Tour de France a pas été si facile que ça. Voilà, il y a beaucoup de top 10 cette année. Bon, il remporte le Grand Prix Miguel Indurain. Il y a beaucoup de top 10, mais il a manqué sur cette deuxième partie de saison le résultat qui lui aussi aurait pu faire passer sa saison de moyenne à exceptionnelle. Et c'est ce qui lui a manqué. Voilà, il y a pas mal de places d'honneur. 3e à Gap
sur le Critérium du Dauphiné, 3e de la Flèche Brabançonne, 9e de la Flèche Wallonne. Voilà, pas mal de résultats, hein. Beaucoup de top 10 cette année pour le français, mais il lui a manqué peut-être le très gros résultat à Warren Barguil, qui est pour le moment sans contrat, hein, pour l'année prochaine. Ça fait partie des coureurs qui, pour l'instant, n'ont toujours pas renouvelé chez Arkea pour l'année prochaine. Peut-être des envies de changer d'équipe, rejoindre BNB Hotel, ça serait une mauvaise idée pour moi de la part de Warren Barguil, puisqu'on sait qu'il est très attaché à la Bretagne. Warren, c'est son territoire. Voilà, il est très attaché à ses racines, Warren Barguil. Bon, il finit quand même avec, parce qu'il a fait 10e également du Grand Prix de Wallonie. On va le voir également sur les classiques italiennes. Bon, c'est un coureur qu'il faudra suivre, hein, et c'est vrai que pour Arkea, ça va marquer des points, Warren Barguil. Mais il manque le grand résultat. Voilà. Aujourd'hui, pour Warren Barguil, il lui manque un grand résultat sur l'année dans une grande course. On poursuit avec David Gaudu, 5e de Montréal. David Gaudu, bon résultat pour David. Voilà, c'est Montréal lui convient plus que Québec, hein, parce qu'il faut qu'il y ait plus de dénivelé positif. C'était bien pour David Gaudu, 5e. Il finit derrière des mecs qui sont plus rapides que lui. Il a tenté le coup à 500-600 mètres. Bon, il n'a pas réussi à faire la différence. Mais de toute manière, bon, c'est pas le pilote qui a le pilote. C'est pas le coureur qui est le meilleur sprinter. David Gaudu, il a tenté également sur le Grand Prix de Québec de partir de loin, mais ça n'a pas marché. C'était vraiment sa vraie reprise là, hein, avant le Tour de Lombardie et la fin de saison, parce qu'il a fait voilà, une grosse coupure au mois d'août entre la classique à Saint-Sébastien et la Bretagne classique. Il a repris qu'à la Bretagne classique. Là, voilà, bon, il a tenté à Montréal. Il est tombé sur plus fort que lui, mais ça fait partie des coureurs qu'il faudra suivre, hein, sur cette fin de saison. David Gaudu, parce que ça reste quand même un coureur qui a des qualités de puncher. Donc il est capable, hein, de faire des très belles choses avec une équipe solide autour de lui du côté de la Groupama. On va voir également si cette 4e place du côté du Tour de France l'a décomplexé un petit peu. Lui permet de se dire maintenant je suis capable de faire des grands résultats même face aux meilleurs. Ça peut lui permettre voilà, de débloquer quelque chose dans le cerveau pour David Gaudu. Donc ça va être très intéressant pour la suite pour le coureur français. Mais voilà, il a tenté, ça n'a pas marché. Bon, dommage, mais c'est intéressant de prendre de l'expérience aussi sur la manière de courir les classiques. Il a que 25 ans. Il n'a pas 150 classiques à son actif, David Gaudu, donc c'est bien de prendre de l'expérience sur ce type de course-là. Ça peut permettre de s'améliorer également. Plus, moins, j'ai mis Romain Bardet, 8e de Montréal. Il a fini 20e de Québec. Bon, voilà, on n'est pas forcément sur le terrain où Romain Bardet est le plus performant, parce que lui, il lui faut des côtes un peu plus longues quand même. Là, ce sont des côtes qui sont très courtes à Québec et Montréal. Donc voilà, il lui manquait des côtes un peu plus longues. Mais on voit quand même que Romain Bardet est toujours bon sur les courses en circuit, hein. Je rappelle que c'est quand même un vice-champion du monde derrière Alejandro Valverde. Romain Bardet, pour ceux qui l'auraient oublié, à Innsbruck. Mais là, ouais, il lui en manquait un petit peu pour performer. Romain Bardet, après la saison est longue, hein, pour Romain, il était déjà performant au moment du Giro. Donc voilà, au mois de mai, il était au top de sa condition physique. Là, on est septembre. Alors même s'il y a eu une pause, forcément pour Romain c'est compliqué. Mais au moins, il a marqué quelques points pour sa formation DSM. Donc ça c'est également important, même si DSM, bon, voilà, il n'est plus en danger désormais du côté du classement UCI. Même si DSM l'année prochaine, voilà, va falloir quand même améliorer le recrutement, parce que pour les 3 prochaines années, c'est pour être en 2025 que DSM se retrouve en difficulté. Et puis je termine en flop avec la Cofidis, assez inexistant sur ces 2 courses. Après, les start list de Cofidis n'étaient pas incroyables non plus pour ces rendez-vous.
Mais c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à un peu mieux de la part de Yann Izaguirre ou Guillaume Martin. Ça a été compliqué sur les classiques canadiennes pour ces deux coureurs. Voilà, l'équipe a été assez inexistante. Alors ils ont tenté des échappées, mais c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à un peu mieux de la part de l'équipe française pendant ces deux rendez-vous. On passe tout de suite au coureur au top. Ah, attaque de Marlou! On passe au coureur au top. Du côté des coureurs au top, je commence avec Tadej Pogačar. Il fait partie des favoris pour les prochains championnats du monde. Sa victoire sur le Grand Prix de Montréal l'a confirmé. Il est capable de gagner sur tous les terrains. Pogačar, c'est là où il est particulièrement dangereux. Pogačar, c'est là où cette génération même est très dangereuse. C'est qu'avant, les coureurs, ils se cantonnaient à un terrain ou deux terrains différents. C'est-à-dire, ils étaient capables de gagner sur les courses de montagne et puis quelques courses voilà, et un Liège-Bastogne-Liège. Mais ils n'étaient pas capables de gagner sur autant de terrains différents. C'est ce qui marque avec cette génération, Pogačar, Remco Evenepoel et même d'autres. C'est cette capacité de s'imposer sur beaucoup de terrains différents. Pogačar, il est capable de lutter face à un Van Aert et en même temps il est capable de lutter face à un Thibaut Pinot qui sont deux types de coureurs totalement différents. Et Pogačar a cette faculté-là. Là aujourd'hui, la semaine dernière, sur cette course-là, il a été impressionnant. C'est-à-dire que déjà sa gestion dans le final, bon voilà, il n'en a pas trop fait. Et puis un sprint en petit comité comme ça aurait pu lui rappeler un certain Tour des Flandres. Bon, ça s'est pas bien passé du tout, mais il apprend vite, il apprend très vite. Tadej Pogačar et il a martyrisé Van Aert. Il faut le faire pour martyriser Van Aert et Badjoli aussi, qui est quand même pas un branquignol. Il finit, je trouve qu'il est pas qu'il est plutôt en très bonne condition, Badjoli, même en passant. Parce qu'on l'a pas énormément vu cette saison, Andrea Badjoli, et ça commence à être pas mal. Qui bat Yates et Gaudu, ça c'est un peu plus normal. Mais battre Van Aert sur un sprint en petit comité, chapeau quand même, Pogačar. Non, impressionnant. Mais aujourd'hui, il a cette faculté à battre énormément de sprinters sur le terrain. Il a cette capacité-là à battre quand même beaucoup de sprinters. Et c'est ce qui fait sa force. Il est impressionnant quand même, Pogačar. C'est un coureur qui est très très impressionnant dans ce domaine-là. On n'a jamais vu un mec grimper aussi bien et sprinter aussi bien. Il sprinte super bien, Pogačar. Donc, et c'est pour ça qu'il est dangereux pour des courses d'un jour, parce qu'il a cette faculté à pouvoir gagner en petit comité. Si tu lâches pas Pogačar, et il est très dur à lâcher, c'est très compliqué de le battre. Il faut réussir à le lâcher. Et malgré le fait qu'il soit performant sur ce type de course-là, j'ai l'impression, c'est peut-être que mon avis, qu'il n'a pas encore la pancarte. C'est peut-être même l'erreur qu'ont fait les adversaires de Pogačar, c'est de se concentrer sur Van Aert plus que sur Pogačar. Or, si j'avais été coureur, certes, j'aurais regardé Van Aert, j'aurais quand même vraiment ciblé Pogačar. Si j'avais été par exemple Badjoli, qui je pense que c'était le troisième qui avait la meilleure pente de vitesse, j'aurais pas fait gaffe à Gaudu ni à Yates, j'aurais laissé faire les autres dans ce genre de situation. Par contre, j'aurais suivi à mort si Pogačar, j'aurais presque plus pris la route Pogačar que de Van Aert, je pense. Et je pense qu'on a laissé faire un peu trop Pogačar dans le final. Mais je pense qu'on ne fera pas la même erreur au championnat du monde. Ça, c'est un peu le problème de Pogačar. C'est-à-dire qu'au championnat du monde, bon, il sera un peu plus ciblé, il sera un peu plus surveillé, Pogačar. Mais impressionnant quand même cette capacité qu'il a de sprinter. Parce que ils ne sont pas nombreux à réussir à faire ça sur la saison. Et puis je pense également à Guermeil,
Troisième, l'Érythréen du côté de Québec. Deuxième du sprint derrière Michael Matthews. Il reste quand même, ça montre encore une fois la très bonne saison d'Intermarché. C'est vrai qu'il n'y a pas que Guilhermet. Guilhermet a été impressionnant encore une fois aujourd'hui parce que c'est une classique. Il faut le rappeler, faire troisième sur une classique à son âge, c'est vraiment très impressionnant. J'ai quand même le sentiment avec Guilhermet qu'il est moins en forme qu'en début de saison. Après, c'est compliqué de réussir à être aussi performant pendant toute l'année. C'est pas simple, surtout quand il y a eu quand même un gros pépin physique. Le coup du bouchon de Prosecco dans l'œil. C'est quand même pas un petit pépin. Mais c'est vrai que Guilhermet a été, m'avait plus impressionné en début de saison. Après, il y a peut-être de la fatigue. C'est la deuxième saison complète, sauf que l'année dernière était aussi un peu particulière parce qu'il a changé d'équipe. Donc c'est vraiment la première fois où il fait vraiment une saison complète, où il suit le calendrier qui était vraiment prévu en début de saison. Peut-être aussi le terrain de Montréal est peut-être trop difficile pour Guilhermet. Parce que c'est quand même 4000 mètres de dénivelé positif. Là en plus ça a déclenché très loin de l'arrivée. Donc c'est peut-être trop difficile pour Guilhermet. Ou pour qu'il arrive à être performant dans ce type de terrain-là, il faut que Guilhermet il soit vraiment au top de sa forme. Mais c'est vrai que les fois où on l'a vu affronter Van Der Poel, c'était sur un terrain plutôt aux alentours de 3000 mètres, 3200, 3300 mètres de dénivelé positif, pas 4000. Et voilà, c'est ce qui fait aussi la différence. Là, il y avait 4000 mètres, c'était peut-être un peu trop dur pour Guilhermet. Mais on verra ce que ça donnera au championnat du monde. Parce qu'au championnat du monde, je pense qu'on est sur un terrain qui est similaire. Je vais pas vérifier. Toc, road race chez les garçons. C'est 4167. Donc c'est peut-être là où Guilhermet va avoir... Après 4167 mètres, mais avec 40 bandes de plus. Voilà, 45 km de plus. Mais ça sera peut-être le souci pour lui sur ce type de terrain-là, Guilhermet. Mais bon, ça lui... Après, il s'est peut-être fait avoir aussi à Montréal, problème de placement et ce genre de choses. Peut-être qu'il a mal anticipé certaines choses, donc il a peut-être pris de l'expérience pour les championnats du monde. Ça sera ses premiers championnats du monde en élite, parce que je rappelle que l'année dernière, il avait fait deuxième chez les Espoirs. Donc il faut aussi qu'il assimile aussi ce kilométrage-là. Quand on dépasse 4 heures, quand on atteint les 4h30, 4h45, quand on dépasse les 5 heures de course, comme ça a été le cas à Montréal, c'est pas la même chose. On rentre dans quelque chose de différent. Et c'est peut-être ce qui a manqué à Guilhermet, c'est de la fraîcheur physique. Ce qui fait qu'il a fini... il n'a même pas fini, je crois qu'il y a... voilà, c'est ce qui a manqué... il n'était même pas en fait... il a abandonné Guilhermet. C'est peut-être parce qu'il lui en manquait un petit peu de la fraîcheur physique sur ce type de terrain-là. Après, je pense que le leader de l'équipe Intermarché, c'était Bigstrom. Mais tu regardes, même sans Guilhermet, il passe encore deux coureurs 14e et 21e. Zimmerman 14, Bigstrom 21e. Et à Montréal, il prend la 3e place. Et Intermarché, s'en est bien sorti aussi. Donc, c'est juste que là, sur ce terrain-là, je pense qu'il y avait un peu plus de dénivelé positif. Et ça a été un peu compliqué à gérer pour Guilhermet. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Van Aert. Pourquoi je mets Van Aert bonnet d'âne? Vous allez me dire, c'est sévère. Il fait quand même 4e à Québec et 2e à Montréal. Oui, mais dans les deux cas, il s'est fait avoir. C'est-à-dire, dans les deux cas, la Jumbo prend la course en main dans le final. Et dans les deux cas, je dirais que la Jumbo se fait avoir dans le dernier tour. Et se fait avoir par d'autres équipes au niveau des circonstances de course. C'est encore plus sidérant à Montréal qu'à Québec. Mais à Québec, déjà, il roule énormément. Et puis à un tour de l'arrivée, tous les Jumbo ont disparu et Van Aert se retrouve seul.
Et à Montréal, pareil, ils sont 5 ou 6 à l'avant à 20 bandes de l'arrivée et au final, ils se retrouvent seuls. Et on peut aussi rappeler la Bretagne classique, où il se retrouve également en solo dans le final. Je trouve qu'il a s'isoler quant à la pancarte, c'est pas l'idéal. C'est peut-être pas l'idée du siècle. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait à chaque fois. Et je trouve que, voilà, pourquoi je le mets en flop, en bonnet d'âne, c'est un petit bonnet d'âne, hein. Mais les Belges vont encore me tomber dessus. Et parce que je trouve qu'il s'est fait avoir stratégiquement les deux fois. Les deux fois. Et le fait d'être que 5, ça lui a coûté la course. À partir du moment où on était en petit comité, Van Aert, ça lui a pourri sa course. Et autant ça a marché sur la Bretagne classique, mais c'était Axel Laurence. Bah oui, face à Pogacar, ça ne l'a pas fait. Pogacar, c'est pas Axel Laurence. Donc Axel Laurence, c'est encore un coureur jeune, donc pour prendre la deuxième place sur la Bretagne classique, il était content. Et il a en plus bien géré le sprint. Alors que là, il n'a pas pu avoir aussi la même stratégie qu'il avait eu à la Bretagne classique. La Bretagne classique à 600-700 mètres, il se remet derrière. Il se remet derrière dans le peloton, il se recale dans les roues. Ce qu'il n'a pas pu faire là, parce qu'il est obligé de suivre l'attaque de Gaudu. Et c'est ça aussi qui lui pourrit, c'est qu'il a suivi l'attaque de Gaudu, alors qu'il aurait peut-être dû regarder un peu plus avec Pogacar. Et ce qui fait qu'à ce moment-là, Pogacar prend sa roue. Et derrière, c'est fini, hein. Pogacar, il gagne la course. Mais c'est dommage pour Van Aert parce qu'il a, je trouve, pas forcément hyper bien couru. La Jumbo, en général, n'a pas hyper bien couru pour aider Van Aert. Après, c'était les Jumbo au championnat du monde. Ça ne sera pas la même équipe. Mais bon, ça refroidit un petit peu son statut de favori pour les championnats du monde, pour moi. Parce que s'il se retrouve dans la même situation, voilà, dans un groupe à 5-6 coureurs, qui se retrouve, imaginons, face à un Christophe Laporte, eh ben, je mise une pièce sur Christophe Laporte plus que sur Van Aert. Parce que j'ai l'impression que Van Aert, ça cogite dans ce genre de situation, ça cogite un peu trop. Et là, je trouve qu'ils ont pas bien couru dans le final, vraiment. Ils se sont fait avoir dans le final, c'est dommageable. Je passe à Fuglsang. On parlait d'Israël dans le maintien. On parlait de la stratégie d'Israël de miser sur les vieux coureurs et pas sur les jeunes. Donner un contrat de 3 ans à Fuglsang, c'est pas l'idée du siècle. Et Fuglsang, c'est plus le coureur qui a gagné Liège-Bastogne-Liège. C'est là où tu vois aussi qu'à partir de 34-35 ans, le niveau peut descendre très vite. Fuglsang, normalement à Montréal, il aurait dû être là dans le final. Sauf qu'à Montréal, il n'est pas là dans le final. Pourtant, c'est un terrain, 4000 mètres de dénivelé positif, c'est un terrain qui lui convient. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, Fuglsang, c'est un coureur qui a 37 ans, qui a encore 2 ans de contrat quand même chez Israël. On lui a offert quand même 3 ans à 36 ans. Alors que Astana en 2021, c'est pas fou en termes de résultats déjà, Fuglsang. Et je pense que c'est une grosse erreur de la part d'Israël, c'est d'avoir misé sur les vieux coureurs et pas sur la formation. Israël, ils auraient dû créer une... Pourtant, c'était ça le principe de départ, parce que Israël, première tech, au départ, c'est Israël Cycling Academy. Et au départ, c'était essayer de former des jeunes coureurs. C'était ça le principe de départ de Israël Cycling Academy. Sauf que Sylvain Adam a complètement perdu cette idée-là. Ils ont décidé d'acheter des stars avec des énormes salaires. Sauf que tout le monde n'est pas aussi intelligent que UAE et que Saroni. Et derrière, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat, malgré l'argent dépensé. Parce que Israël, c'est pas un petit budget, hein. Tu te dis que les mecs n'ont rien compris au cyclisme. Et n'ont rien compris au sport en général. Parce que miser sur des vieux joueurs, c'est pas bon pour l'avenir. Ça marche une fois, 2 fois, ça marche pas pendant très longtemps. Je parlais dans ma vidéo sur le maintien de la MLS, enfin l'ancêtre de la MLS qui avait décidé d'acheter des Beckenbauer, des Pelé à des prix mirobolants. Et puis quand ces mecs-là ont pris leur retraite, tout début des années 80, bam, tout le marché s'est écroulé. Et le championnat américain de football, de soccer, s'est arrêté. Mais d'autres équipes ont misé sur les vieux coureurs et ça n'a pas marché sur le long terme.
Je pense notamment à Total. Hein. Total, quand il recrute Tepstra, il n'est pas tout jeune. Bah, Tepstra, ça n'a pas marché, par exemple, chez Total. Boisson-Hagen, ça a un peu mieux marché cette année, mais il n'a pas eu les résultats du grand Boisson-Hagen. Miser sur les anciens coureurs, c'est pas une bonne idée. Alors, faut pas non plus pratiquer un jeunisme à outrance et prendre des coureurs qui ont tous 18 ans. Mais croire qu'un coureur qui a 34-35 ans aura les mêmes résultats que quand il avait 31 ou 32, non. Et donner des contrats de 3-4 ans à un mec qui a 35 ou 36 ans, pour moi, c'est une erreur. Et Israël a fait cette erreur-là également avec Michael Woods. Hein. Michael Woods a aussi un contrat, je crois, qui est très long. Alors qu'ils auraient dû miser plutôt sur des jeunes coureurs. Quand je vois Hofstetter, par exemple, je me dis qu'Israël a raté quelque chose, quoi. Hofstetter, ils auraient dû miser dessus. Ils n'ont pas misé dessus. C'est dommage. Parce que c'est un bon coureur, Hugo Hofstetter. Je pense que c'est une erreur de la part d'Israël. Et aujourd'hui, c'est une équipe qui va se retrouver en deuxième division, va se retrouver à être très peu invitée parce que beaucoup d'organisateurs seront plutôt contents de ne plus avoir Israël dans les pattes, parce que c'est pas comme si le pays avait une bonne image à l'international, en dehors de ses frontières. Il n'y a que Israël pour pas comprendre que ce pays est très mal vu à l'étranger. Et je pense que beaucoup d'organisateurs prendront pas le risque d'avoir des mecs avec des drapeaux palestiniens sur le bord de la route, comme on a vu pendant le Tour de France, et décideront de ne pas inviter Israël. Donc j'ai peur que cette équipe-là se retrouve et que ces mecs-là se retrouvent à avoir des contrats, mais à courir peut-être 20 jours, 30 jours par an, sur des courses, on va dire, mineures. Vraiment, Israël ça peut être très inquiétant pour l'année prochaine. Alors on sait que Sylvain Adam veut presque créer un grand tour dissident, sauf que ça ne marchera pas parce que les équipes ne veulent pas prendre de risques, ne veulent pas s'engueuler avec l'UCI, que de toute manière il faudra déjà que tu aies 8 coureurs disponibles dans ce genre de cas sur 2 fronts, 3 fronts, parfois au mois de juillet, c'est pas possible. Voilà, donc il y a un moment, Sylvain Adam, il aura peut-être son projet, mais il y aura 2 équipes au départ, des équipes continentales. Bon, c'est pas ça qui va faire avancer ton Schmilblick et c'est pas ça qui va donner de l'intérêt à ton Tour d'Israël. En plus, je vois pas comment ils vont pouvoir mettre 3 semaines de course dans un territoire comme Israël. Israël, c'est un tout petit pays, hein. C'est vraiment pas grand, Israël. Et puis c'est pas un pays qui peut dire on va s'allier avec la Jordanie à côté ou on va faire une course dans le Moyen-Orient. Non, sous l'égide de Israël, jamais les pays du Moyen-Orient vont autoriser ça. C'est pas l'Égypte qui peut-être l'Égypte et l'Égypte c'est quand même un territoire qui est très instable en ce moment au niveau paix. Donc voilà, c'est mort pour Sylvain Adam, mais parce qu'il n'arrive pas à fallu miser sur des coureurs qui avaient la moyenne d'âge de l'équipe est beaucoup trop importante. Ils avaient plus de 30 ans de moyenne d'âge, je sais plus c'était peut-être sur la Vuelta. Vous avez plus de 30 ans de moyenne d'âge, c'est énorme. Voilà. Il aurait mieux fallu mettre beaucoup d'argent sur Remco Evenepoel ou sur Tadej Pogačar ou sur Vingegaard plutôt que sur Fuglsang. On poursuit avec Rui Costa. Rui Costa, faudra vraiment qu'il arrive à se relancer chez Intermarché, hein. Parce que là, Québec peut-être plus que Montréal, et encore à la grande époque de Rui Costa, il était capable de s'imposer sur des terrains à 4000 mètres de dénivelé positif, hein, Rui Costa, quand il était chez Movistar en 2013. Mais c'est vrai que tu te dis quand même que Rui Costa, c'est dingue, c'est que il fait une énorme année 2013. Vraiment, 2013-2014, c'est un moment de très bonne saison pour Rui Costa. Depuis presque son titre de champion du monde, on n'a pas retrouvé leur même Rui Costa. Alors, il a fait des bons résultats, hein, il a quand même un palmarès, voilà, il a des trophées, mais on n'a pas retrouvé le même Rui Costa. Et c'est frustrant, c'est un coureur qui avait beaucoup de qualité, qui s'est enfermé
chez UAE. Mais de toute manière, chez UAE, il a très vite perdu son statut de leader. Parce que je rappelle que lui, il était chez Lamprey avant d'être chez UAE. Lamprey, c'est l'ancêtre de UAE. La Lamprey. Mais aujourd'hui, il n'arrive plus à avoir un statut de leader. Et puis, il a du mal à être constant sur une saison en plus, Rui Costa. Il est capable de faire des coups d'éclat, encore, Rui Costa. Mais il n'arrive plus à être performant sur 6 mois, 7 mois dans l'année. Et c'est là où je me dis que chez Intermarché, moi je suis plus confiant sur la relance de Mike Tennyson ou sur la relance de Calmejane que sur le retour au haut niveau de Rui Costa. Après, ce n'est que mon avis. C'est la fin de ce débrief. Je rappelle qu'on va faire le débrief en long, en large et en travers de tous les championnats du monde, de toutes les épreuves la semaine prochaine. Donc d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!